I was always on the run, worried by what I'd become. Sophie n'avait jamais pensé s'expatrier avant que son mari ne lui annonce qu'il avait décroché un poste en Afrique du Sud. Elle a débarqué à Johannesburg, présentée quand même comme l'une des villes les plus dangereuses du monde, avec ses 3 filles, dont la petite dernière âgée d'à peine 1 mois. Quand il fut l'heure de rentrer, après 5 ans, Sophie et son mari ont décidé de ne pas rentrer et d'aller jusqu'au bout du rêve. Ils sont partis en famille faire un tour du monde de 8 mois. Dans cet épisode, on va parler évidemment de cette folle aventure et aussi de scolarité, parce que comment on assume de sortir les enfants du système scolaire traditionnel? Et puis ça ressemble à quoi l'école quand on n'a pas de logement fixe pendant plusieurs mois? Bon, je vous le dis tout de suite, c'est plein de soleil, de bonne humeur et ça donne envie de booker un billet d'avion dans la seconde. Place à l'épisode. Bonjour Sophie, merci de m'accueillir chez toi. Salut Déborah, mais c'est moi qui te remercie. Est-ce que tu peux te présenter? Première question de base, qui es-tu? Donc, je m'appelle Sophie, j'ai 41 ans, j'ai 3 filles, Aliénor qui a 14 ans, Colombine qui a eu 12 ans la semaine passée, et Aprilia 7 ans. Et mon mari s'appelle Diego, et on vit pour l'instant en Belgique, mais on a déjà pas mal bougé. C'est ça, et c'est pour ça que je suis là, parce que ça va être le thème de cet épisode, le voyage, et puis l'école en voyage. Alors, je vais pas dire le homeschooling, parce que c'est pas exactement ce que tu as fait, on va en parler après. Mais voilà, je reviens à chaque fois à la base, parce que je trouve que c'est une question importante. Est-ce que tu as toujours voulu être maman? Alors, j'ai toujours voulu être maman. C'est vraiment comme si c'était inscrit au plus profond de moi, c'est animal, viscéral. Je pense qu'ado, j'aurais payé pour faire des babysitting, quoi. J'adore ça, j'adore les bébés. Et donc oui, j'ai toujours voulu être maman. Et j'ai été maman assez tôt, puisque j'ai eu ma première à 25 ans. Donc c'est vrai que, voilà, j'ai vraiment toujours voulu ça. Et alors, tu as un parcours de mère aimant, traditionnel sur ce côté-là, mais pas du tout traditionnel dans le terme pratique, puisque très vite, finalement, vous avez envisagé une expatriation en Afrique du Sud. Comment est-ce que c'est arrivé? Est-ce que l'expatriation, c'est un truc qu'on a en soi, ou c'est un truc qui vient au fur et à mesure des discussions? Alors, en fait, mon mari l'avait vraiment en soi. Donc, c'est une famille d'expats, mais même sur plusieurs générations. Donc, ils sont toujours partis en expatriation. Sa famille, quand il était enfant, donc ils ont vécu au Pérou, ils ont vécu au Congo, à Madrid. Donc, pour lui, c'était vraiment un truc essentiel. C'était quelque chose dont il rêvait de refaire ça avec notre famille. Moi, je l'ai pas connu enfant, donc c'était pas un besoin profond de ma part, mais c'est vrai que depuis que je le connais, on en parle et on savait que si l'occasion se présentait, on foncerait en fait, tu vois. Donc j'étais vraiment open. Après, c'était pas mon rêve à moi, c'était vraiment plus son rêve à lui. Et du coup, tu parles de l'occasion. C'était quoi l'occasion? Écoute, il était indépendant pendant plusieurs années en Belgique et puis il a vendu sa société et il s'est retrouvé donc à chercher un job. Et donc là, évidemment, il a cherché des jobs plutôt à l'international. Et on lui a proposé un job en Afrique du Sud, à Johannesburg. Alors, ça se met pas toujours bien. Moi, j'étais évidemment enceinte de 4 mois. On venait de terminer... Ça ne se met jamais bien. Ça ne se met jamais bien. Voilà, ça, faut le savoir. On venait de terminer les travaux dans notre maison, tu vois, mais genre, vraiment, une semaine avant qu'on lui propose le job, quoi. Hein. Donc, on allait enfin pouvoir profiter d'une maison sans ouvrier, tout ça. Mais bon, voilà, on réfléchit à la question. On sait que ça se met jamais bien, de toute façon. Et assez vite, on est emballé par l'idée et on se dit que on va sauter sur l'occasion, quoi. Donc oui, on part. Et donc c'était l'Afrique du Sud. Est-ce que quand il vient comme ça en te disant voilà, j'ai le job et c'est en Afrique du Sud, toi c'est quoi ta réaction? L'Afrique du Sud, est-ce que c'est un endroit du monde que tu envisageais, que tu connaissais? Je connaissais pas du tout. J'avais été 2 fois en Afrique avant ça, en Tanzanie, pour notre voyage de noces, et une fois pour le boulot. Mais donc non, je connaissais pas du tout. Notre premier a priori, c'est que Johannesburg a une super mauvaise réputation. Donc quand tu regardes sur internet, tu tapes vivre à Johannesburg, tu tombes sur des trucs affreux parce que c'est vu comme une des villes les plus dangereuses du monde. Voilà, c'est pas évident. Et ça, tout de suite, quand tu pars en famille, tu te dis, mais attends, je vais aller me mettre dans un guet-apens, un coupe-gorge, quelle horreur. Les réactions autour de toi, elles sont comme ça aussi. On dit, mais tu vas quand même pas aller habiter à Johannesburg, quoi. Et puis, heureusement, j'étais sur pas mal de groupes de femmes d'expats sur Facebook et tout. Donc, assez vite, j'ai posé la question, qui vit là-bas et tout. Et j'ai été en contact avec 2-3 nanas que j'ai eues au téléphone. Et tout de suite, elles m'ont dit, mais attends, laisse tomber ce que tu trouves sur Internet. C'est une ville incroyable, c'est une vie géniale, c'est une qualité de vie incroyable. Foncez, quoi, ce sera les plus belles années de votre vie, quoi. Et donc, assez vite, on a été convaincus qu'en fait, ça valait vraiment le coup. Et voilà, on a foncé.
Ouais, et en fait, ça, c'est particulier pour l'avoir vécu aussi. C'est vrai que quand on est expatrié ou qu'on pense à l'être et qu'on rentre en contact avec ces gens qui vivent là-bas, on a tout de suite des relations Oui. assez fortes et Ah assez oui. dans l'échange. Ah oui, je trouve. j'adore. Ouais. Moi, c'est ce qui m'a le plus plu en expatriation, c'est cette facilité d'échange et de rencontrer des gens. En fait, c'est super spontané. Tu parles 2 minutes à quelqu'un à la sortie de l'école, et ben tu l'invites le week-end d'après parce que tu sens que le feeling il est passé. Bah, si tu fais ça ici, on te prend pour une folle, quoi. Tu vois. Donc moi, c'est ça qui m'a le plus plu en expatriation, et c'est vrai que je l'ai ressenti dès le départ quand on a commencé un peu à prospecter, quoi. Tu vois. Donc Oui, ça rassure, quoi. ça rassure. Voilà, ça rassure. Et donc, tu es enceinte à ce moment-là? Je suis enceinte, alors en plus j'ai des grossesses super compliquées, alitées, hospitalisées, tout ce que tu veux, donc pas évident. Mon mari part, donc on était censé partir en été, donc le plus ou moins en août. Moi j'accouchais en juillet, donc je partais avec un bébé d'1 mois, et mon mari est parti déjà vivre là-bas en avril, en faisant des allers-retours toutes les 3 semaines pour venir nous voir, en espérant être là pour l'accouchement. Enfin, tu vois, c'était chaud. Je me souviens, je me suis retrouvée hospitalisée, alors que lui était à l'autre bout du monde. Enfin, tout ça a été un peu compliqué. Donc, ça a été une fin de grossesse un peu compliquée. Et même, enfin, tu vois, une fin de grossesse et l'accouchement, t'as une espèce de yo-yo émotionnel. Tu penses à plein de choses. Là, 3 enfants, donc t'en as 2 autres en plus à gérer. Et j'avais l'impression que c'était insurmontable d'arriver en Afrique du Sud avec un bébé d'1 mois, tu sais, vraiment dans ton état post-accouchement, et de me dire, mais il va falloir tout découvrir, tout... Oui, enfin, je connaîtrais rien, et comment je ferais pour trouver un pédiatre, enfin, tout ça me paraissait assez insurmontable. Et en fait, mais tout s'est mis super bien, quoi, super facilement. L'Afrique du Sud est très facile comme expatriation, il y a tout, enfin... C'est vrai, c'est pas tout à fait l'Afrique, Johannesburg, hein. Ça ressemble plus à des villes américaines qu'à l'Afrique que tu imagines, quoi. Donc finalement, tout s'est bien passé, mais je me souviens de ces mois un peu avant d'arriver. C'était compliqué, quoi. Émotionnellement, c'était un peu des montagnes russes, on va dire. Mais ce qui est beau, c'est que t'y es allée, quoi. Oui, voilà. Il y a des gens qui auraient tout de suite dit, non, attends, je suis enceinte, je fais pas ça maintenant, c'est pas le moment. Et toi, donc c'est qu'au fond de toi, tu savais... Je savais que c'était une chance, je savais que c'était une expérience que j'avais envie de tenter, même si je te dis, la demande, elle venait pas de moi à la base. Mais moi, je suis aussi comme ça, c'est qu'à partir du moment où c'était décidé, ben voilà, c'était mon projet, et autant que le sien, en fait, tu vois, et on prenait ça à bras-le-corps, et on fonçait, et on faisait tout pour que ça marche, quoi. Et donc voilà. Donc, finalement, vous êtes parti, tu as quitté ton job aussi, parce que ça aussi, c'est une étape. Tu étais juriste. Oui, j'étais juriste spécialisée en droit des marques, mais en fait, je l'avais déjà quitté 1 an avant. Donc, c'était pas tout de suite... je l'ai pas quitté pour le voyage. Oh, non, voilà, je l'avais quitté avant. Je commençais à avoir envie d'autre chose, d'un truc plus créatif et tout ça. Donc, j'avais quelques pistes, j'ai fait des trucs avec des copines et tout ça. Mais finalement, je suis tombée enceinte, j'étais alitée, hospitalisée, tout s'est arrêté. Mais donc, il n'y a pas eu ce choix de quitter mon job pour l'expatriation, qui est quand même un certain renoncement qui est pas toujours facile à vivre. Moi, j'ai pas dû le voir. Enfin voilà, ça c'était pas mon lot. Et tu arrives donc en Afrique du Sud avec tes 3 enfants, dont le tout petit. Toute petite d'un mois. Tu prends tes marques. Justement, comment ça se passe? Est-ce que tu te souviens des premières semaines, de comment ça s'est mis en place? Oui. Est-ce que tu as mis tes filles à l'école? Comment tu as organisé un petit peu l'arrivée? Alors, ma chance, c'est que mon mari, donc, comme je te disais, était déjà parti quelques mois avant moi. Donc, il avait fait vraiment du repérage, il avait déjà trouvé la maison, il avait déjà acheté les voitures. Il y avait même déjà, tu sais, dans ce genre de pays, tu as de l'aide à domicile, donc on avait une nounou à la maison. Donc tout ça, il l'avait fait avant que j'arrive. Voilà, tout ça, ça a quand même facilité les choses. Les filles étaient inscrites au lycée français, qui était tout près de la maison. Donc c'était déjà pas mal balisé quand on est arrivé, mais je me souviens tellement quand même du début. J'ai écrit un article sur mon blog sur notre premier matin en Afrique du Sud. Enfin, moi je me souviens mais de toutes ces sensations où tu te réveilles, tu sais, dans une maison qui va être la tienne pour plusieurs années. C'est complètement différent, les oiseaux sont différents, les bruits sont différents, la végétation, les odeurs. Voilà, je me souviens vraiment, vraiment très très bien de ces premiers jours, de ces premières semaines. T'as tout à découvrir, alors c'est super fatigant. On conduit à gauche par exemple là-bas, donc tout de suite il faut... Voilà, il y a plein de choses comme ça, mais c'est quand même passionnant aussi, quoi. C'est pas facile de tout découvrir, mais moi j'ai adoré, quoi. J'ai adoré cette phase un peu de découverte. Oui, c'est curiosité tout le temps renouvelée. Exactement. Et au début, tu sais, tu découvres un peu ton quartier, les quelques maisons de tour, et puis tu vas un peu plus loin, et puis un peu plus loin, et voilà, c'était... Enfin, vraiment, j'ai adoré ça. Est-ce que les filles, donc les plus grandes du coup, est-ce qu'elles ont pris leur barque facilement? Très facilement. Donc elles avaient, quand on est arrivé, notre aînée avait 6 ans, notre seconde 4 ans, et puis la plus jeune 1 mois.
Eh ben, celles de 6 et 4 ans, elles ont adoré tout de suite leur nouvelle chambre, tout ça. Elles ont pris vraiment facilement leur marque. Le premier week-end, on est parti en safari. Et je me souviens de voir leurs yeux briller. Et tu sais, ça faisait quand même 6 mois qu'on leur parlait d'Afrique. Et plusieurs mois qu'elles étaient séparées de leur papa, qui n'était pas là à temps plein, vu qu'il était déjà sur place et tout. Et tout ça n'a pas été des mois faciles. Et là, j'avais l'impression, mais oui, voilà, on l'a fait pour ça, quoi. Ce premier week-end en safari, c'était vraiment magique, quoi. Elles étaient émerveillées de ce qu'elles voyaient. Et elles se rendaient compte que ça allait faire partie intégrante de leur vie, quoi. Donc, elles se sont hyper bien adaptées à l'école, tout. Je dirais qu'il y a eu des coups de cafard qui sont arrivés au bout de quelques mois, surtout pour celle qui avait 4 ans. Je pense qu'à cet âge-là, la notion du temps, elle est complètement floue. Et donc, on lui expliquait qu'on allait rentrer en Belgique à Noël pour 2 semaines, qu'elle allait revoir ses grands-parents et tout. Mais pour elle, Noël, ça faisait dans 1000 ans. Enfin, voilà. Elle a eu quelques petits coups de déprime à ce moment-là. Mais aussi, il y avait une attente de sa part, quoi. Oui, c'est ça. Plutôt parce qu'elle maîtrisait pas ce temps, quoi, tu vois. Voilà. Et donc tu le dis, premier week-end safari, donc ça c'est pas mal aussi. Hein. Là tu y vas tout de suite, quoi. T'arrives, voilà. T'attaques. Alors je pense que je suis déjà assez zen en général, mais avec une 3e, je pense que tu vois, elle suit, quoi. et en fait, t'as beaucoup voyagé quand t'étais en Afrique. Tu t'es pas contentée de rester à Johannesburg. T'as vraiment visité... Tout. On a fait toute l'Afrique australe. Je pense qu'on était des grands voyageurs déjà avant l'Afrique. Mais alors, ce qui est drôle, c'est qu'on voyageait plutôt sans nos enfants. Donc, c'était pas du tout une évidence pour nous de voyager en famille. Elles étaient jeunes quand on vivait en Belgique. Et nous, on adorait voyager un peu, aventure, loin et tout. Mes beaux-parents adorent les prendre. Et donc, ils étaient toujours preneurs quand nous, on partait. Et on partait... franchement régulièrement, 1 semaine, 15 jours, parfois même 3 semaines. Je me souviens qu'on a fait la Patagonie pendant 3 semaines, elles sont restées chez mes parents. Et avec les filles, on faisait, tu sais, en été, on louait une maison en France ou quelque chose comme ça. Mais vacances classiques, faciles, organisées. Voilà, pas l'aventure, quoi. Et donc là, on arrive en Afrique, on sait pas pour combien de temps on reste. Le job de mon mari, c'était pas déterminé, il n'y avait pas une durée fixe. Ça pouvait être 1 an, 2 ans, ça pouvait pas être très long. On est resté 5 ans finalement. Mais vraiment avec la ferme intention d'en profiter et de voir toute l'Afrique australe, quoi. Et donc, plus de grands-parents à proximité. Le gros problème de l'expat, j'ai envie de dire. Voilà, le gros problème de l'expat, va falloir les emmener. Donc, c'est vrai que dès le premier week-end, on s'est dit... on avait envie de fêter, c'est arrivé, c'est moi qui avait été compliqué. Et on part donc en safari. Moi, je me revois... à l'été, donc mon bébé d'1 mois, tu sais, près des éléphants, elle faisait sa sieste dans la voiture où je l'avais en porte-bébé. En plus, tu sais, c'est des 4x4 ouverts, donc je me revois quand même à côté des lions qui sont à 2 mètres avec ce bébé d'1 mois dans les bras, quoi, tu vois. Donc, mais en fait, finalement, à cet âge-là, c'est assez facile. Quand ils sont vraiment tout bébés, moi j'allaitais, ça se passait super bien. Finalement, ils sont assez transportables, quoi. Tu dois presque rien prendre avec toi. Oui, alors qu'il y a quand même cette idée, il y a énormément de gens qui demandent comment on fait pour voyager avec un enfant si petit, mais c'est hyper facile. En fait, c'est hyper facile. Ouais. Moi, je trouve l'âge un peu compliqué, c'est entre 1 an et 3 ans. C'est là que c'est plus compliqué. Ou même 9 mois. Ou les distances, ça devient long. Voilà, c'est l'âge où ils n'ont plus envie de rester accrochés dans la voiture, où ils ont déjà un petit caractère qui est bien affirmé, quoi. Donc, finalement, les premiers voyages ont été assez faciles et ça a un peu donné le ton, ce premier week-end de safari, ça a donné le ton, si tu veux, un peu de nos 5 années. On a voyagé tout le temps. De Johannesburg, tu roulais 2 heures, t'étais déjà en safari, en fait. Donc, tu peux vraiment le faire sur le week-end. Mais on a fait tout le reste de l'Afrique du Sud, l'Afrique australe, on a fait tous les pays autour, quoi. Donc voilà, on a vraiment énormément voyagé et de plus en plus aventure, si tu veux. Au début, on faisait l'Afrique. Enfin, par exemple, on essayait de rester au début dans des zones où il n'y avait pas la malaria. Tu vois, avec un tout jeune bébé, tu peux quand même... Enfin, il vaut mieux. Et puis après ça, on a été de plus en plus loin, quoi. Donc voilà. Quels souvenirs tu gardes justement de ces voyages-là? Parce qu'il y a un terme que tu utilises sur le blog et voilà, on en a parlé ensemble, tu les appelles tes enfants sauvages. Ouais, et je trouve ça super, on a tout de suite l'image et le côté justement nature à fond. Exactement. Moi j'avais l'impression dans ces voyages-là d'avoir 3 Mowgli avec moi, quoi, tu vois. 3 petits Mowgli, c'est pour ça que je les appelais mes enfants sauvages. On voyageait très léger la plupart du temps, donc on s'est vite rendu compte qu'emporter des jouets avec soi, en fait, très vite ils étaient oubliés une fois sur place. À la limite dans la voiture ça sert, mais sur place, ils étaient complètement oubliés, parce qu'on était dans des endroits avec une nature magnifique et tout. Et on les voyait partir le matin. Et tu sais, pendant des heures, elles jouaient avec un bout de bâton, 4 cailloux. Elles regardaient les traces, elles observaient la nature, elles imaginaient 1000 histoires.
Elle revenait, mais couverte de terre. Alors, c'était rouge d'Afrique. Donc, tu vois vraiment le truc, mais La couverte. poussière. La poussière rouge, des cheveux dans tous les sens, mais hilar, quoi. Heureuse comme je les voyais jamais aussi heureuses. Et en voyant ça, j'avais vraiment l'impression de toucher à l'essence même de ce que doit être l'enfance, quoi. Quelque chose d'hyper fertile, hyper créatif, hyper libre. Et vraiment, j'ai adoré ça, quoi. J'ai adoré ça, et je pense qu'elles s'en souviennent dans tous ces moments-là comme les moments les plus heureux aussi, quoi. Ouais, la sensation de liberté accompagne en fait parfaitement bien l'enfance, quoi. Exactement, Voilà, ouais. et finalement, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que dans nos sociétés actuelles, elles ont, dans toutes les chambres d'enfants aujourd'hui, il y a full jouets, quoi. Elles débordent de jouets, elles débordent d'écrans, elles ont des programmes de ministres, même à 6 ans, quoi, d'activités extrascolaires et tout. Et j'ai l'impression que pour toucher cette réalité-là d'enfant sauvage, si tu veux, il faut qu'il y ait de la place. Il faut qu'il y ait du rien, en fait. Donc pas de jeu, pas trop de jeux, pas trop de programmes, pas trop de contraintes. Et c'est dans ces moments-là que vraiment, voilà, qu'elles étaient, mais les plus heureuses, quoi. Donc là, vous êtes en Afrique, la vie se passe, et puis vient l'idée dans ta tête d'un tour du monde. Exactement. Alors, Comme si c'était pas suffisant de ce que vous aviez fait, tu t'es Exactement. dit j'en veux plus. exactement. Mais en fait, je pense que c'est vraiment ça. Il y a des gens dont le tour du monde est un rêve depuis qu'ils sont tout jeunes, tu vois. Nous, je peux pas dire que c'était ça. Honnêtement, j'y avais jamais pensé avant de vivre en Afrique. Et même, j'avais une connaissance qui est partie faire un tour du monde. Et quand on vivait en Belgique, et je me suis dit, je suis pas sûre que je pourrais, quoi. Enfin, tu vois, c'était pas mon rêve à la base. Mais en fait, à force de voyager de plus en plus avec les filles et tout, on s'est rendu compte qu'on en voulait plus, en fait, que c'était les moments qu'on préférait vivre ensemble, et qu'il y avait quelque chose qu'on connaissait pas, c'était ce voyage hors cadre. Donc la plupart du temps, si tu veux, on avait une vie normale, en fait, en Afrique du Sud. On Elles avait allaient une à routine, l'école, elles allaient à tu dis au lycée l'école, français. mon mari bossait, tu vois, donc c'était pas des voyages qui dépassaient 2 semaines, c'était souvent un week-end et tout. Donc t'as toujours une espèce de deadline, t'as toujours un programme qui généralement est bien établi à l'avance. Et en fait, j'avais envie de beaucoup plus de liberté. Et puis, pendant ces années en Afrique du Sud, moi, j'ai lancé mon blog, et donc de voyage, et j'ai été en contact avec plein de gens qui voyagent beaucoup. J'ai été sur beaucoup de groupes, tu vois, Facebook, de familles voyageuses et tout ça. Et je me rendais compte qu'il y avait plein de familles qui faisaient le tour du monde. C'est un truc qui te paraît complètement fou, mais en fait, il y a une énorme communauté de familles qui font le tour du monde. Et à force de les suivre, à force de voir tout ça, je me suis dit, mais en fait, c'est génial, quoi. Elles connaissent une liberté que je connais pas encore, et ça m'a donné super envie. Et donc, je me revois un jour de Noël à Johannesburg, en décembre, on est au resto avec mon mari, et je lui dis, écoute, j'ai eu une idée. Si on faisait un tour du monde. Mais vraiment, ça sortait de nulle part, quoi. Parce qu'en fait, on savait que son job s'arrêtait en juin, et on ne savait pas encore quelle était la suite. Donc, est-ce qu'on rentrait en Belgique, est-ce qu'on partait ailleurs et tout. Oui, alors là, tout est possible. Hein. Alors, on est dans tout des est possible, projets, en fait, ouais. tu vois. Et c'est ce que j'ai dit à mon mari. Je dis, la plupart de ces familles qui font le tour du monde, elles doivent se battre, elles doivent finalement vendre leur maison, quitter leur job, mettre toutes leurs affaires en caisse et tout. Je dis, mais en fait, nous, quand on quitte l'Afrique du Sud, tout ça, c'est déjà le cas. On loue une maison, on rend les clés, on vend les voitures, les filles quittent l'école. Donc, c'est peut-être Vous le aviez moment. vous aviez un boulevard devant vous qui allait peut-être plus jamais se reproduire, quoi. Exactement, c'est vraiment ça, l'évidence, mais on m'a sauté aux yeux, et donc j'en ai parlé à mon mari. Évidemment, lui, il adore voyager, donc il a tout de suite adhéré au projet, et donc on a commencé à réfléchir à ça. Et comment est-ce qu'on met en place un tour du monde? Ce tour du monde, ça veut tout dire et C'est rien dire. Il y a autant de ouais, tours du monde exactement. finalement. Parce que tour du monde, c'est pas faire tous les pays Mais non, un mais par un. Donc Et comment est-ce qu'on d'ailleurs, met en place fait, ça on aurait pu faire qu'un tour d'Asie, un tour d'Europe. Enfin, on dit tour du monde parce que tout le monde dit tour du monde et qu'il y a des sites de tour du mondiste. Enfin, il y a vraiment une énorme communauté. Mais en fait, c'est un long voyage. Et alors, il y a autant de tours du monde que de voyageurs, parce que ça peut être 6 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. Et donc, comment vous avez choisi les destinations? Alors, on commence à réfléchir. D'abord, le premier truc que tu choisis, c'est est-ce que tu fais en avion, ou bien est-ce que tu prends un véhicule aménagé avec toi. Alors, dans ce cas-là, tu fais moins de pays. Tu fais, par exemple, un tour d'Amérique du Sud et tout. Donc, nous, on avait quand même envie de faire plusieurs continents. Donc, on s'est axé sur un tour du monde avec avion. Là, il y a des agences, en fait, qui sont spécialisées là-dedans et qui te vendent des billets d'avion tour du monde. Parce qu'en fait, c'est tout le temps des one-way. Donc, si tu les prends par toi-même, ça peut revenir assez cher.
Et puis tu commences à réfléchir aux destinations. Alors tu as une énorme liste au début, et puis tu la réduis. Parce que ce qui ressort de tous les voyages, c'est qu'il faut surtout pas mettre trop au programme pour se laisser justement cette liberté d'improviser, de faire ce que tu veux. Vous avez impliqué les filles dans le choix des destinations ? Pas tellement, parce que au moment où on a réfléchi, si tu veux, au final, on a fait notre tour du monde 1 an plus tard que ce qu'on avait prévu de le faire. Et donc, elles étaient quand même encore assez jeunes. Donc, on a commencé d'abord à réfléchir par nous-mêmes. On leur a annoncé, elles étaient excitées comme des puces, quoi. Super contentes. Je pense ne prenant pas tellement la mesure de ce que c'est vraiment. La grande, oui, déjà, mais les 2 autres... elle trouvait ça génial, l'idée. Ok, on part en voyage, quoi. Oui, ma seconde, elle m'a dit pendant 1 an, j'irai plus à l'école. Ouais. Mais c'est trop cool. Ouais, justement, l'école. J'imagine que ça aussi, ça fait partie des interrogations quand on a des enfants. Parce que la liberté, c'est aussi les sortir de l'école. Du système classique qu'on connaît. En tout cas, les sortir du cadre, de la routine, des horaires et tout ça. Après, tu prends d'autres contraintes, effectivement, parce que nous, c'était notre idée, notre projet. On savait que les filles allaient en retirer plein de trucs, mais on voulait pas les pénaliser au retour. Donc on voulait quand même faire bien les choses. Et donc c'est vrai que moi, une grande partie de l'organisation du voyage, c'était l'école en voyage, quoi. Qu'est-ce qu'on allait faire ? Comment organiser ça ? Qu'est-ce qu'on allait prendre avec nous ? Parce qu'on voyageait super léger, donc on avait chacun une valise cabine. Pour les 8 mois, donc plus un sac à dos. C'est vraiment pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose. Et là-dedans, il faut caser justement des cours, des trucs comme ça, quoi, tu vois. Donc, c'est vrai que tout ça, ça a été plein de réflexions. Et j'ai découvert un monde que je connaissais pas du tout. Moi, j'ai été toujours dans des écoles traditionnelles, catholiques, et mes filles avant ça ont fait plutôt une scolarité classique. En Afrique du Sud, elles étaient au lycée français. Je me suis jamais posé de questions en fait. Et en commençant à chercher pour ce tour du monde, j'ai découvert qu'il existait mais tellement d'autres options qu'on connaissait pas tellement, auxquelles j'aurais jamais pensé, que ce soit le homeschooling ou des écoles plus alternatives. Et en fait, j'ai trouvé ça mais passionnant parce que je pense que ça rejoignait aussi cette envie de liberté. C'est souvent des enfants qui sont justement un peu des enfants sauvages, à qui on laisse plus de liberté, de justement creuser des choses qu'ils aiment, d'être dans la nature et tout. Et donc, ça m'a vraiment super fort intéressée et je me suis rendu compte qu'il existait plein de choses et que c'était passionnant, quoi. Et alors là, le choix que vous avez fait, c'est du homeschooling, mais un peu particulier. Alors, parce qu'on a l'impression que finalement c'est la seule chose qui existe pour ceux qui sont sur les routes. C'est le homeschooling, ça veut dire que maman ou papa donnent les leçons selon un cadre bien précis, avec des contrôles sur comment les enfants avancent dans leur scolarité. En fait, mais c'est pas vraiment ça que vous avez fait. Que ça. Le seul terme officiel, en tout cas en Belgique, je pense que c'est le même en France, c'est l'IEF, donc l'instruction en famille, qui veut englober tous les enfants qui sont pas à l'école, en fait. Ça, c'est le terme officiel. Après ça, tu as du homeschooling plus classique, c'est des parents qui donnent vraiment cours à leurs enfants à la maison, et parfois, tu sais, c'est très organisé, il y a vraiment une routine, c'est tous les matins telle matière et tout et tout. Ici, nous, on partait en voyage, quoi, donc on voulait pas un truc trop... justement, qui allait trop nous bloquer. On cherchait de la liberté, on n'allait pas se mettre sur le dos quelque chose d'hyper contraignant, avec des contrôles tous les mois, parce qu'il y a plein de choses qui existent comme ça. En France, il y a le CNED, il n'y a pas vraiment l'équivalent belge, mais tu peux même t'inscrire au CNED. Mais c'est très, très contraignant, quoi, tu vois. Donc, en fait, tu vas pas à l'école, mais c'est tout comme... c'est pour quitter l'école, mais refaire la même chose. Tu reçois tous les jours ou toutes les semaines ton programme. Tu deviens prof. Tu deviens prof et tu dois rendre à la fin de la semaine et tout ça. Donc, c'est sûr que moi, je voulais pas ça, je voulais garder une certaine liberté, je voulais pas qu'elle soit pénalisée au retour, donc je voulais quand même faire l'essentiel. Mais petit à petit, on a construit quelque chose et je suis tombée sur un terme qui revient souvent sur les blogs, c'est le world schooling, donc l'école en voyage, l'école autour du monde. Et en fait, ça décrit super bien ce qu'on a fait, quoi. Donc on a fait des matières un peu classiques, le français, les maths, évidemment, mais le plus souvent, on a essayé de l'adapter au voyage, en fait, quand il y avait moyen, et il y avait souvent moyen. On essayait de l'adapter au voyage, de rendre ça concret, en fait. C'est pour te donner un exemple, notre seconde, dans son programme de maths, il y avait les échelles. Tu vois, les distances, calculer les échelles et tout ça. Quand tu es en voyage, c'est franchement easy de voir ça de manière concrète. Donc, on était à ce moment-là sur la côte ouest australienne. On avait loué un 4x4 tout au nord et on descendait toute la côte ouest en 4x4 avec des tentes sur le toit, tu vois.
Et je me souviens que dans la voiture, on avait 3 cartes, une de l'Australie générale, une de la côte ouest et une de la région plus petite encore. Et on a passé une après-midi, c'était le programme que de Colombine, mais en fait on a fait ça avec les 2 autres aussi, parce qu'on a trouvé ça super intéressant, on a étalé toutes les cartes, on a d'abord été regarder, mais tu sais, toutes les légendes, en fait tu regardes une carte Michelin, mais t'apprends plein de trucs, hein. Tu vois les sites militaires, les sites historiques, c'est super intéressant. On a commencé, tu sais, avec du fluo, tous les endroits où on était passé, elles reconnaissaient vraiment tout ce qu'elles avaient vu en fait. Et puis on a commencé à calculer les distances, justement, à comparer les échelles de différentes cartes, voir si on arrivait à le même nombre de kilomètres au final. Franchement, ça nous a pris 2 heures, c'était super concret. Et je pense qu'elles l'oublieront pas, et c'était tout aussi intéressant finalement pour la grande et pour la petite, même si ça fait pas partie de leur programme, on s'en fout, c'est juste... Elles ont appris, quoi. Elles ont appris, quoi, tu vois, donc le plus souvent, on essayait de faire des choses comme ça, c'est pas toujours possible, hein, mais... Quand même, ce qui est drôle aussi, c'est que quand c'est toi qui es responsable finalement de leur donner cours, entre guillemets, en fait, de leur apprendre des choses, tu réalises beaucoup plus ce qu'elles apprennent, tu es beaucoup plus au courant, parce que tu n'es pas toujours au courant de ce qu'ils font à l'école, en fait, à part les quelques devoirs qui reviennent. Et du coup, tu sautes un peu sur toutes les occasions pour le ressortir. Donc, tu vois, la petite dernière, elle était en première primaire, donc c'est encore petit, mais tu apprends à écrire, tu apprends à lire, tu apprends les calculs, les premiers calculs. Bah, tout de suite au restaurant, compter la monnaie, combien ça fait une pièce de autant avec une pièce de autant, déchiffrer des trucs dans la rue. Est-ce que finalement c'est pas des choses qu'on fait spontanément quand on est parent et qu'on a le temps de le faire? Parce qu'attention, c'est ça qui est important, parce que quand on travaille jusqu'à 18h, on est parfois crevé, on n'est pas là-dedans, mais moi je passe beaucoup de temps avec mon fils. Spontanément, tu mets ça en place un petit peu. Je pense que oui, y a des parents qui le font peut-être plus spontanément que d'autres. Moi j'ai pas l'impression que je le faisais tellement spontanément avant. Tu vois, j'ai pas l'impression que je le faisais aussi spontanément. Là, je pense que, comme tu sais que ça doit rentrer et que tout repose un peu sur tes épaules, tu le fais peut-être encore plus, on va dire. Ça te met un peu la pression un peu oui, quand même, j'avais de faire l'école à tes filles? Oui, c'est pas évident, hein. C'est pas évident, t'es pas prof à la base, c'est pas évident le lien avec ton enfant, donc t'es pas prof et t'es encore moins prof de ton enfant, tu vois, parfois il se bloque, enfin voilà, ce qu'il ferait peut-être pas avec un autre prof. Donc c'est pas si facile, tu te mets quand même la pression, t'as pas envie voilà, qu'elles aient accumulé un retard de malade au retour. Après, je dois dire que on avait, avant de prendre la décision de partir, on s'était dit ok, quel est le worst case, quoi, au pire si on n'arrive pas à leur donner cours, au pire si elles prennent du retard, qu'est-ce qui se passera? Le pire du pire, c'est vraiment qu'elles redoublent une année, qu'il y en ait une qui redouble une année. Et on s'est dit voilà, en fait on connaît si tu veux, vraiment la situation la pire, et on l'accepte. On se dit, on prend ce risque-là. Je pense pas qu'on arrivera là, on va tout faire pour pas arriver là, mais on l'accepte. Et je pense qu'en fait, c'était pas mal de l'imaginer et de l'assumer, en fait, de se dire, ok, nous, on sait que ce voyage va apporter plein de choses aux enfants. Si vraiment on a pris du retard sur l'école, on fera tout pour au retour avoir des cours particuliers. Il faut quand même le dire, doubler une année, tu ne rates pas ta vie parce que tu rates pas ta vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était la pire situation. Voilà, on l'acceptait, et c'était pas le drame non plus. Et au final, et aussi j'avais vu, je pensais vraiment pas que ça allait arriver, même si on s'était quand même projeté en se disant est-ce qu'on l'assume ou pas. Toutes les familles qui revenaient de tour du monde, le discours était toujours le même, c'est que leurs enfants finalement étaient presque en avance sur leur classe. Parce qu'ils avaient gagné en maturité, parce que en fait, quand tu vois la matière, tu le vois en cours particulier, donc tu as quand même un avantage parfois sur les autres. Et donc je voyais bien que c'était la tendance générale, c'était ça. Et parfois même des familles qui avaient presque pas donné cours, quoi, tu vois, qui avaient... Est-ce qu'on a le droit, ça, de rien faire? Alors, en théorie, non. Donc, quand tu décides de faire du homeschooling, de l'enseignement en famille, tu envoies une déclaration à l'administration en disant que ton enfant, si tu es domicilié en Belgique en tout cas, il sera en IEF pour cette année scolaire-là. Et donc, tu dois, dans cette déclaration, dire quel est ton projet pédagogique derrière, donc un peu expliquer. Et normalement, tu as des contrôles à certains moments de l'année. Alors nous, quand on dit que tu es en voyage, évidemment, ils ne t'envoient pas d'inspecteurs, quoi. Ils savent, et ils savent en plus que c'est des enfants qui, a priori, vont retourner dans le système scolaire juste après. C'est peut-être pas les familles qui les inquiètent le plus, quoi. Mais donc, en théorie, tu es censé donner cours à ton enfant. Légalement, ton enfant doit être... à partir de 5 ans en Belgique, c'est obligatoire. Voilà, alors c'est pas à l'école, tu peux le faire en famille, mais tu dois donner cours. Ça, c'est en théorie. Après, une fois que tu as fait cette déclaration et qu'il est en IEF, il y a plein de familles qui font le tour du monde et qui font rien, en fait, au niveau scolaire.
qui poussent leur enfant à lire, peut-être à écrire un petit carnet de bord ou un truc comme ça, mais qui font pas des maths pures, du français, des trucs comme ça. Alors honnêtement, c'est vraiment un choix. Il y a beaucoup de familles aussi qui commencent par donner des cours et puis qui se rendent compte que c'est galère, que ça leur gâche finalement cette année de liberté, et je peux complètement le comprendre, et qui finalement ne donnent plus cours à leurs enfants et laissent un peu le truc totale liberté. Et ben, même ces enfants-là, la plupart du temps, ils ont pas un gros retard, quoi. Ils rattrapent en fait. Ils rattrapent parce que ils ont acquis tellement d'autres choses, de maturité, d'adaptabilité et tout ça, qu'au final, ils rattrapent, quoi. C'est fou, hein, parce que moi, je suis assez convaincue par ce que tu dis, pour l'avoir vu, pas pour l'avoir vécu, finalement, j'ai pas du tout vécu les choses comme toi, mais il y a quand même, la société nous fait croire que si tu ne vas pas à l'école dans le cadre traditionnel, que tu ne fais pas bien tes devoirs en rentrant, mon Dieu, ça ne va pas bien se passer, alors que c'est pas vrai. C'est tellement pas vrai, quoi. Et j'ai lu, justement, je sais pas, il y a 2 jours, un article qui disait que 75% de ta réussite professionnelle plus tard est non pas liée à tes études, à ta scolarité, à tout ce que tu veux, elle est liée vraiment à ton intelligence émotionnelle, à ta confiance en toi, à ta manière dont tu communiques, à la conscience de toi, de ce que tu es, de tes forces, de tes faiblesses, du monde autour de toi. Et c'est tellement plus important, en fait, que vraiment avoir eu un cours de grammaire, quoi. Ou de fraction. Ou de fraction, ou un truc comme ça. En fait, je savais que ça, elles allaient le rattraper, quoi, tu vois. Donc je partais franchement confiante, mais en me mettant quand même un peu la pression, quoi. Voilà, je voulais que ce soit quand même bien fait, et je pense qu'on l'a bien fait, et ça n'a pas toujours été facile, hein, mais alors là aussi, il fallait être flexible, quoi, de se dire, ok, là, aujourd'hui, ça passe pas du tout, bah, tant pis, c'est pas grave, quoi. Ça sera pour demain, quoi. Ce sera pour demain. Et puis même aussi, parfois, ça se mettait pas dans le voyage. Il y avait des jours où on était, tu sais, dans un appart, un Airbnb, on avait un chez nous, entre guillemets, pour quelques jours. Bah, ces jours-là, bah, on faisait vraiment 2 heures le matin. On avait des matinées un peu plus studieuses. Ça, c'était souvent le cas. Mais parfois, on était en bateau, en road trip, un peu plus route, et tout ça. Ben là, ça se mettait pas, quoi. Enfin, entre attraper ton bus, trouver où tu dois aller après, parfois, ça se met pas. Et ça, on a fait un truc qui, franchement, que je conseillerais à toutes les familles, c'est qu'on est parti début juillet et on a commencé à bosser avec les filles début juillet tout de suite. Donc, alors que leurs copains étaient en grandes vacances, on a commencé la matière de l'année suivante début juillet. Et en fait, grâce à ça, on a pris une avance super confortable. Au bout de 2 mois, quand les gens rentraient à l'école, nous, on avait déjà fait vraiment une grosse partie du programme. Et grâce à ça, il y a des semaines entières où on faisait rien, où on se laissait vraiment libre et on avait moins de pression, en fait. Bon, il y a quand même une question que je ne t'ai pas posée, qui me travaille depuis le début. Vas-y, dis-moi. C'est, en fait, on n'a pas parlé de quel tour du monde tu as fait, quelles sont les destinations que tu as fait, parce qu'on est tout de suite rentré dans le vif du sujet. Donc, on va revenir à l'école. Mais donc, est-ce que tu peux me dire quel pays vous avez traversé, ouais. Alors, on a commencé par le Japon. Ensuite, on a fait la Polynésie. Ça, c'était notre rêve absolu. Ah ouais, mais le rêve là. Et là, on est en train de se parler, alors les gens voient pas, mais dehors, c'est la tempête absolue. Tempouris, voilà, mais le rêve absolu, et franchement, on a vécu notre rêve, quoi. Et on a fait 1 mois en Polynésie, je pense, ou 3 semaines, quelque chose comme ça, donc quand même long. On a fait plein d'îles différentes et tout. Et puis, on a fait l'Australie. Alors là, ça, c'était mon rêve aussi. Et on voulait vraiment axer ce voyage là-dessus. C'est des pays qui sont quand même pas facilement accessibles pour 15 jours. Et l'Australie, c'est tellement immense qu'on a fait 3 mois en Australie. Donc, tu vois, on a vraiment bien pris le train, et on aurait pu faire 8 mois d'Australie, en fait. On a adoré, et en Australie, on a fait les endroits qui sont pas très touristiques, en fait. On n'a pas fait la Grande Barrière de Corail, on n'a pas fait, tu sais, la Great Ocean Road que beaucoup de gens font. Nous, on a fait la côte ouest, qui ressemble tout à fait à l'Afrique. C'est des terres rouges, baobab, c'est vraiment l'outback. Puis voilà, on a vraiment adoré l'Australie. Et puis on a fait le Chili avec l'île de Pâques. Alors ça, c'était magique aussi. Pour moi, ça, c'était vraiment un grand moment de notre tour du monde. Chili, on a fait un peu la Patagonie et puis le désert d'Atacama. Et puis du désert d'Atacama, on est passé en Argentine. On a fait 3 semaines en Argentine, plutôt dans le nord. Et puis on a fait le Pérou pendant 3 semaines. Et puis on a fait le Brésil. Et puis on est rentré. Donc voilà, c'était tous des beaux pays, mais c'était difficile de choisir. Moi, je rêvais de faire la Colombie, je rêvais de faire Costa Rica et tout. Mais tu peux encore. Ah bah évidemment, j'y compte bien. Donc on revient à l'école, tu le disais, vous logiez parfois dans des Airbnb, mais c'était quoi en termes de logement vraiment, c'était quoi l'objectif, c'était quoi l'organisation? C'était tout le temps différent, en fait, en fonction des pays, en fonction de l'envie. Donc je t'ai dit, par exemple, l'Australie, on a fait 1 mois et demi en 4x4 avec des tentes sur le toit.
Donc là, c'était des campsites complètement dans la nature, donc génial. Donc on a fait des périodes camping, on a fait des périodes bateau, on a fait des périodes chez l'habitant, et puis on a fait pas mal de Airbnb et de petits appartes sur Booking. Alors ce qui est drôle, c'est que tes critères de choix, d'abord c'est du last minute la plupart du temps. Enfin, on essayait genre quelques jours avant quand même, mais c'est souvent du last minute. Et tu choisis pour 2 choses, tu veux qu'il y ait Internet et tu veux qu'il y ait un lave-linge. Ça, c'est les 2 critères en tour du monde qui sont essentiels quand tu choisis un logement. Parce que t'es toujours avec ta petite valise. T'es toujours avec ta mini-valise, tu reviens de 15 jours, d'une semaine de bateau, tout est dégueu. Enfin, voilà, tu dois trouver des solutions, quoi. Donc c'était un peu le choix, mais et puis on a fait des très beaux hôtels aussi, parce que grâce au blog, j'ai été invitée en Amérique du Sud dans certains hôtels. Donc c'était comique parce qu'on a eu un tour du monde un peu avec de temps en temps du camping hyper roots et puis de temps en temps des relais châteaux, quoi, tu vois. Donc c'était vraiment le grand écart total, mais c'était chouette. Et alors il y a un truc que tu dis justement, tu parles de ton blog, donc Poésie by Sophie. Oui. Il y a un truc que tu disais sur le blog, j'avais jamais réfléchi à ça, donc c'est très intéressant, c'est qu'en fait vous vous êtes rendu compte pendant l'école à la maison, quelque part au World Schooling, qu'il y a des matières que toi tu maîtrisais et que tu faisais spontanément, et d'autres que ton mari faisait spontanément, et qu'en fait c'est vrai qu'on pense pas à ça, on a l'impression qu'il y a une seule personne qui va prendre le truc sur son dos et jouer à l'instituteur, et en fait c'est pas ça. Alors, dans notre vie ici quotidienne, c'est plus moi qui vais m'occuper des devoirs des enfants et tout ça, mais c'était clair qu'en partant autour du monde, je voulais que ce soit quand même quelque chose de partagé. Je dirais que c'était un peu moi qui étais un plus en charge parce que j'étais en contact avec les instituts, tout ça, mais j'avais vraiment envie que mon mari soit impliqué et ça faisait partie de l'expérience aussi. Et alors les matières, c'était pas compliqué, tu vois, moi je suis juriste et mon mari il est ingénieur en mathématiques appliquées, donc lui il a tout de suite pris spontanément les maths et moi j'ai pris plutôt tout ce qui était français et tout ça, et c'était sympa parce que alors on faisait souvent une semaine où moi je faisais du français avec lui, lui il faisait des maths avec l'autre et puis on échangeait la semaine d'après. Et en fait, je me souviens des premières semaines, les 3 premières semaines, il y a une espèce de période de flottement comme ça, tu vois, c'est pas d'adaptation. On n'est pas prof, on n'a jamais fait ça, il faut d'abord découvrir qu'est-ce qu'on aime bien donner, de quelle manière, à quel enfant, parce que par exemple, je sais que je donne mieux cours à tel enfant, à tel moment de la journée. Chaque enfant est différent aussi, en fait, hein, donc il y en a un qui a besoin du concret, l'autre qui a besoin justement d'une feuille bien classique à suivre. Il y en a une qui préfère travailler en musique, l'autre en silence. Enfin, tu vois, donc en fait, il faut aussi s'adapter à son enfant. Et on a eu vraiment, je dirais, 3 semaines un peu d'adaptation. Et puis, on avait une petite routine qui roulait bien, quoi. On va y revenir, hein, puisque là, maintenant, vous êtes en Belgique et qu'elles sont retournées à l'école. Donc, on va en reparler. Mais voilà, pour faire vraiment la fin de parenthèse sur ce tour du monde, tu me le disais, quand vous êtes partis, vous aviez des destinations bien définies. Donc, vous saviez qu'il y avait une fin. Il n'a jamais été question dans votre tête de ne plus jamais rentrer. Il n'a jamais été question de plus jamais rentrer. Après, nous... tu vois, on a déjà vécu 5 ans en Afrique du Sud, on est quand même très ouvert à cette idée de repartir et tout. Donc, le tour du monde en lui-même avait une fin, c'était certain. Et d'ailleurs, les gens me posent souvent la question, c'est pas si facile tous les jours un tour du monde, c'est fatigant en fait. Donc je pourrais pas vivre ça pendant 3 ans. Ou alors différemment avec ton propre véhicule, ou tu as un chez-toi. Là, tu loges tous les jours dans des endroits différents, tu dois constamment t'adapter. C'est pas... Oui, et puis j'imagine que ça doit être plus facile quelque part sans enfants aussi. Parce que c'est toute une organisation aussi. Oui, sans doute, ça doit être plus facile sans enfants. Mais disons que moi je pourrais imaginer une vie un peu plus nomade. Mais alors, je m'imaginerais me poser 3 mois, 6 mois à un endroit. Tu vois, pas changer d'endroit tous les jours. Ça honnêtement, on a adoré le faire. Bon, c'était pas tous les jours, il y a des endroits où on s'est posé, hein, mais on a adoré le faire pendant 8 mois, mais je pense pas que tu le fais sur 4 ans, quoi. Donc on savait qu'il y avait une fin. Donc oui, c'est pas infini, quoi. Et justement, il y a une fin, et quand on a goûté comme ça à la liberté et qu'il est temps de rentrer, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a fait un tour du monde en famille, qui se dit... C'était les montagnes russes un peu émotionnelles. Donc en même temps, on était super contents de revoir nos familles, nos amis, de récupérer. On se sentait quand même fatigué en bout de tour du monde. Tu vois, alors c'est bizarre ce que tu te dis, mais t'as eu 8 mois de vacances. Non, franchement, c'est pas des vacances, c'est quand même vraiment fatigant parce que tes journées, elles sont très remplies entre l'école. Mon mari continuait à bosser à distance, pas autant que quand il est ici, mais bon voilà, il continuait quand même à gérer, tout le temps planifier les étapes suivantes, tout le temps... tous les gestes du quotidien sont compliqués en fait. Enfin, pas compliqués, mais trouver ce que tu vas faire à manger, comment faire tes lessives, tout ça est plus compliqué que chez toi où ça roule, quoi. Donc on était quand même contents de
récupérer un peu de confort, de facilité et tout ça. Et puis un peu hyper triste d'arriver au bout de ce rêve, quoi. Parce que c'était vraiment un rêve qu'on a vécu pendant 8 mois. Alors, par rapport, je pense, à d'autres familles, nous, on l'a pas vécu comme une fin. Enfin, c'est bizarre de dire ça parce que c'était la fin du tour du monde. Mais je dis toujours que ce tour du monde, pour moi, c'était la suite de nos 50 voyages en Afrique du Sud. Et pour moi, ça allait continuer ces voyages, quoi. Tu vois, c'était une période plus intense de 8 mois consacrés à ça, mais ça fait tellement partie de notre famille que je le voyais dans la continuité. Alors évidemment, on est rentré, il y a eu le Covid, donc on a quand même nettement moins voyagé. On dirait que pour les voyages, c'était pas la meilleure année. Voilà, c'était pas la meilleure année, mais bon, voilà, je l'ai vraiment vécu comme ça, de se dire on revient en fait changer de ce tour du monde, encore plus persuadé que c'est ça qu'on aime et que c'est des moments précieux et qu'il faut continuer à préserver. Eh ben on va continuer, quoi. Même si c'est plus un tour du monde, c'est pas grave, quoi. Est-ce que les filles, elles se sont plaintes parfois de ne pas avoir de copains fixes, puisque changer comme ça, c'est compliqué? Alors, les deux petites, pas du tout. Parce qu'elles étaient très fortes dans l'instant présent. Et alors, surtout, elles se sont tellement rapprochées pendant ce tour du monde. Ça a été... elles ont pourtant 4 ans d'écart. Mais elles étaient, je pense, pendant 8 mois dans un monde imaginaire qui n'appartenait qu'à elles, quoi. C'était assez incroyable. Elles avaient pris chacune une Barbie en tour du monde. Cette Barbie a tout vécu, donc elle faisait exactement tout ce qu'on faisait. Donc en un coup, cette Barbie allait, faire un safari, avait un drone, était dans un 4x4, avait un bateau. Ma fille, elle bricole beaucoup, donc elle avait même pris avec elle en tour du monde son pistolet à colle chaude et des trucs de bricolage. Et donc partout, elles inventaient des mondes. Et elles se sont tellement entendues à deux qu'elles avaient aucun manque, les deux petites. Tandis que l'aînée... Quelquefois, ça n'a pas été très souvent, mais tu vois, elle avait déjà 12-13 ans, elle avait déjà un téléphone avec des groupes WhatsApp de copines. Elle voyait des photos qui défilaient de trucs qu'elle manquait. Donc voilà, de temps en temps, il y a eu un petit coup de cafard comme ça, mais bon, pas souvent. Oui, c'est ça, et puis elle doit se rendre compte, j'imagine, qu'elle vit quelque chose d'exceptionnel, Exactement. qui n'est pas donné à tout le monde, donc ça doit être cool, et à la fois, t'as le côté appartenance au ouais. groupe, quoi. Et puis c'est elle qui le vivait le plus à fond, je dirais, le tour du monde, par rapport aux deux petites qui étaient quand même beaucoup dans leur imaginaire. Donc ça a été leur manière de le vivre, mais elle le vivait complètement à fond, quoi. Elle a fait des trucs de fou, et très chouette, elle a profité, par exemple, mon mari qui bossait comme un malade quand on était en Afrique du Sud, qui était jamais là la semaine et tout, il a eu vraiment un lien super privilégié avec les 3 pendant les 8 mois, mais elle a fait par exemple des cours de surf tous les jours en Australie avec lui, du cheval partout, enfin, elle a adoré, quoi. Tu me dis là, donc ton mari travaillait beaucoup en Afrique, il travaillait aussi pendant le tour du monde. C'est comme ça qu'on finance un tour du monde? Ça, c'est un peu une question qui revient toujours. Tu as consacré d'ailleurs un article sur le blog. Exactement. Comment est-ce qu'on finance un tour du monde? Alors, il y a autant de budget de tour du monde que de familles qui partent. Ça, c'est déjà le premier constat que j'ai fait quand j'ai commencé à creuser un peu la question. Il y a des familles qui partent avec des budgets super réduits et qui font, tu sais, un tour, d'Europe en vélo, un tour d'Asie en autostop. Donc en fait, la plupart du temps, les familles ont un rêve de partir comme ça longtemps. Et puis elles se disent, qu'est-ce que je peux y consacrer? Et elles vont essayer d'adapter leur rêve à ça. Donc ça, c'est une première chose à savoir. En termes de budget, pour te donner des exemples, on parle souvent, pour une famille de 4-5, de... un budget qui serait aux alentours de 50 000 € pour une année. Donc c'est évidemment énormément d'argent, mais il y a des familles qui partent avec 20 000, il y a des familles qui consacrent 100 000. Oui, puis c'est beaucoup d'argent, mais ça dépend ce qu'on en fait de son argent, c'est des choix de vie. C'est des choix, et alors ce qu'il ne faut pas oublier, alors nous on bossait pendant ce tour du monde, donc il y avait des rentrées financières. Toi sur ton blog, lui pour sa société. Exactement, donc il y avait quand même des rentrées financières, et par contre on n'avait plus aucun frais en Belgique, donc on n'avait plus de location de loyer. On avait tout réduit, on avait tout listé, tu sais, tous les abonnements, tout ça, on avait tout annulé, les assurances, tout ce qu'on pouvait annuler, on avait annulé. Donc, tu as tes frais qui se réduisent à néant, tu as toujours une entrée financière comme quand tu vivais en Belgique, bah, tu la consacres en fait en ta vie en voyage, qui souvent coûte moins cher que ce que tu fais en fait en Belgique. Après, tout le monde n'a pas cette possibilité-là. Il y a des familles qui arrêtent vraiment de travailler, qui prennent des pauses carrière et tout. Dans ce cas-là, il n'y a pas de rentrée financière. Parfois, elles ont une maison, elles ont la chance d'être proprio, elles la louent. Ben, ça fait déjà un loyer qui arrive. Et donc, tu as cette rentrée-là. Et puis après, il faut compléter avec les économies, on va dire. Mais c'est pas impossible. Je veux dire, c'est le frein, évidemment, le premier frein auquel tout le monde pense. Mais quand j'ai vu le parcours de toutes ces familles, elles y arrivent toutes, chacun à leur budget, mais voilà, finalement, elles y arrivent toutes, quoi.
Donc, fin du tour du monde, vous rentrez, vous réinscrivez les filles du coup à l'école en Belgique. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour se réhabituer à la vraie vie, si on peut dire... Et c'est marrant que je le formule comme ça, parce que finalement, c'est quoi la vraie vie? Est-ce que la vraie vie, c'est la liberté que tu as connue, ou c'est finalement ce qu'on vit nous, avec un petit carcan, avec des choses à faire et des horaires à respecter? Comment est-ce qu'on fait pour se remettre dans le bain? Alors, écoute, pas évident. Vraiment pas évident. Ce qui est drôle, enfin drôle et pas drôle, mais c'est que nous, on est revenus fin février. Donc ça a toujours été prévu comme ça. Ça paraît bizarre comme deadline, en fait. On partait 8 mois, ça paraissait bizarre, mais il y avait une raison bien précise. D'abord, pour le job de mon mari, c'était un peu ce qui pouvait tirer au max, on va dire. Et puis, deuxièmement, pour notre aînée, elle était en 2e secondaire à l'époque, et elle devait, à la fin de l'année, passer, tu sais, en Belgique, il y a le CE1D, qui est le brevet que tu passes en fin de 2e secondaire. On s'était renseigné, donc si on faisait toute sa 2e secondaire en tour du monde, on devait quand même rentrer genre en mai pour qu'elle puisse fin mai passer ou début juin son CE1D au jury central et tout ça. Et alors que si on revenait quelques mois avant, donc au lieu de revenir en mai, on revenait fin février, début mars, elle pouvait réintégrer son ancienne école et passer le CE1D à l'école, ce qui était beaucoup plus simple en termes d'organisation, de stress, tout ça. Et puis je m'étais dit, comme ça, elle aura aussi 3 mois pour se remettre un peu dans le bain de l'école, voir s'il y a des choses qu'on a loupées, si tu veux. On s'était dit que c'était une bonne idée. Bref, on a toujours prévu de revenir fin février. Et on a eu une chance folle, parce que toutes les familles qui étaient en même temps que nous en tour du monde, qui rentraient sans doute plus tôt en juillet-août, on se sont retrouvés coincés avec cette pandémie un peu partout dans le monde. À devoir rentrer d'urgence. À devoir rentrer d'urgence. Et alors à devoir rentrer avec un peu un goût amer, parce que c'est pas ce qu'elles avaient prévu, tu vois. Nous, j'ai l'impression qu'on a été au bout de notre rêve, on a toujours prévu, on a fait tout ce qu'on avait voulu faire, tous nos pays qu'on avait listés, on n'a rien annulé, quoi. On est rentré fin février, mais sans imaginer une seconde qu'on allait se retrouver confinés, quoi. Mais on commençait à en parler, et puis en fait, ça s'est complètement accéléré début mars. Et donc, elles sont retournées à l'école, dans leur classe chacune qu'elles avaient quittée un an plus tôt. On a été pas mal en lien aussi pendant l'année avec ces classes. C'était super chouette, parce que les écoles qu'on avait choisies étaient des écoles très ouvertes, les petites, elles sont dans une école à pédagogie active et tout ça, et donc tout de suite, notre voyage est devenu matière à faire plein de choses en classe. Donc toutes les classes ont vraiment suivi nos voyages, on posait plein de questions, il y avait de temps en temps des Skype qui étaient organisés, ils ont vu les décalages horaires, enfin ils ont vu plein de trucs très concrets. Ouais, ils ont embrassé un peu votre aventure mais aussi. Complètement. Quoi. Donc c'était très sympa parce qu'elles étaient vraiment attendues. On leur a fait une fête pas possible. Oui, pas les deux petites. Non. En tout cas les 2 petites, la grande en secondaire, non. Les profs pensaient que c'était une nouvelle. Enfin bon. Mais les 2 petites vraiment, elles étaient super attendues dans leur école et tout. Donc contentes de retourner à l'école, mais en fait elles ont eu 1 semaine d'école avant qu'on soit confinés. Parce qu'on a même été confinés un peu plus tôt que tout le monde, parce que un des premiers cas en Belgique était dans la classe de ma fille. D'accord. Donc en fait, elles ont eu 1 semaine d'école avant d'être confinées. Donc un peu surréaliste, je dirais. Voilà, c'était vraiment un retour assez spécial. Alors j'ai presque vu ce confinement comme une bonne chose, ce premier confinement. Parce que tu parlais de cette liberté. Donc on avait eu 8 mois avec un agenda vierge, avec pas d'horaire, pas de contraintes, pas de réveil. Et là, notre retour, je voyais mon agenda des 3 semaines de la rentrée des classes qui était noirci, tu vois, partout, parce que il y avait toute cette logistique du retour, tout remettre en place. J'avais des rendez-vous avec tous les profs, tout le monde voulait nous revoir, nous aussi, on voulait revoir tout le monde, mais il y avait un petit peu un côté oppressant. Assailli, quand tu rentres, ouais. Voilà, complètement assailli. Ouais. Donc je me retrouvais à mettre des déjeuners, goûters, apéros, dîners sur la même journée. Pas du tout le temps de respirer dans toute cette histoire. Pas du tout le temps de respirer. Et puis quand t'as 3 enfants qui sont déjà grandes, t'as ça pour toi, mais t'as ça pour les enfants. Donc toutes leurs copines les invitaient et tout. Il fallait tout remettre en route et tout, et je me revois le début de cette première semaine de rentrée des classes, je me dis mais je veux pas en fait, c'est trop, et il y avait un tel contraste par rapport à la liberté qu'on avait eue que j'ai trouvé ça vraiment très très dur. Et puis au bout de la première semaine on est confinés, et en fait je l'ai vécu comme un soulagement, tu vois, j'ai genre tout annulé, je dis c'est très bien. Oh là là, je suis vraiment désolée de pas pouvoir vous voilà. voir, vous comprenez bien la situation. Et finalement on se retrouvait de nouveau entre nous. Alors, il y avait des côtés positifs et négatifs, parce que, par exemple, ma fille, l'aînée, elle rêvait de revoir ses copines, donc elle, ça a été un peu dur. Mais finalement, ça nous a permis de redémarrer en douceur.
Bon, maintenant, on en sortirait bien. Hein. Allez, la fin du Là, c'est bon. tunnel, Là, moi, j'ai l'impression là, je veux qu'il est bien là. des Ouais, dîners, quoi, tu vois. On est prêt. On est prêts. Donc voilà, bon là ça fait 1 an que vous êtes rentrés. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris sur toi en tant que mère grâce à ces voyages? Parce que finalement c'est pas que le tour du monde, c'est aussi l'Afrique du Sud, vu que tu n'étais pas prédestinée à t'expatrier. Tout à fait. Est-ce que tu aurais été la même mère pour tes filles, tu penses, si tu étais restée en Belgique Je pense pas. Je pense que ces voyages nous ont vraiment ouvert les yeux et je te dis, moi, ce que j'en ai retiré, j'ai l'impression que ça m'a redonné des yeux d'enfant, de voyager avec mes filles. Ça m'aide à voir le monde au travers de leurs yeux et en fait de s'émerveiller sur des petites choses, de prendre le temps, d'être dans l'instant présent. En fait, c'est quelque chose que les enfants ont naturellement et qu'on perd tellement en fait. On est tellement connectés, tellement à se projeter dans les semaines, dans les jours à venir, dans les heures à venir. Et donc, dans ces voyages, on est tout le temps, enfin la plupart du temps, dans l'instant présent, à s'émerveiller avec elles de toutes petites choses. Et c'est finalement ce que j'ai le plus apprécié et qui est super important maintenant pour moi dans ma vie de maman, quoi. Tant au niveau, tant pendant les voyages, mais j'essaye de le remettre, de le faire aussi dans notre vie quotidienne, quoi. C'est vrai que c'est facile à mettre en œuvre quand tu voyages, mais tu peux ici aller te balader dans les champs et prendre ce temps-là aussi. On se fait pas rattraper justement par le quotidien parce que Si, on se fait rattraper, mais c'est à nous à se rappeler tout le temps, quoi, tu vois, de préserver un peu sa liberté aussi, de pas tout le temps prendre des chaînes. Je pense on a beaucoup de contraintes qui sont peut-être obligatoires, mais on se met aussi beaucoup de chaînes en fait qui sont pas obligatoires, quoi, tu vois. Donc s'alléger un peu sa vie. Ce que j'essaye de mettre de temps en temps dans notre quotidien, c'est cette liberté justement, c'est cet instant présent et un peu de légèreté, quoi. Tu vois, on a souvent des horaires ultra chargés et tout, et parfois il faut juste dire, bah tu sais quoi, ces mails ils vont attendre. On va partir, ou d'improviser un truc, de camper dans le fond du jardin. Enfin, il faut pas toujours aller super loin pour préserver justement ce côté-là de liberté, d'instant présent, d'émerveillement. Et moi, le côté proximité avec la nature est super important pour moi aussi, et donc j'essaye de l'avoir aussi dans le quotidien avec les enfants. Donc même si on voyage pas pour l'instant, on essaye de le préserver. Mais t'es tout le temps en rattrapé, hein. C'est un travail quotidien en fait. Hein. Oui, de te rappeler que c'est pas ça que tu dois, c'est pas vers là que tu dois, c'est par là qu'on te pousse, mais Ouais. c'est pas ça qu'il faut faire. Oui, et les enfants c'est génial pour ça, parce que ça t'aide à relativiser mais tellement de choses, quoi. Où toi t'as l'impression que ta journée elle a été pourrie pour un truc et qu'en fait tu dis mais c'est tellement, après avoir discuté avec ta fille qui elle te raconte complètement autre chose et tout, et tu te dis mais en fait c'est pas ça qui est important, quoi. En fait c'est ce que je suis en train de vivre là qui est important, tu vois. Donc les enfants aident à ça, et je pense que le fait qu'on ait beaucoup voyagé avec elle et qu'on ait pris ce temps-là, ça m'a ouvert aussi les yeux là-dessus. Et donc je pense que je serais sans doute pas la même maman si on n'avait pas connu ça c'est sûr. Mais bon. Il y a un truc que tu disais dans notre conversation au sujet de l'école, c'est qu'en fait tu t'es rendu compte que tes 3 enfants n'apprenaient pas les choses de la même façon, n'avaient pas le même genre d'apprentissage finalement spontané. Du coup, quand on rentre en Belgique, même si tu es dans une école à pédagogie active, c'est des écoles avec des règles, c'est des écoles avec des trucs à faire, c'est pas du tout la même chose que quand c'est toi qui t'occupes d'eux. Comment est-ce qu'on fait pour se dire, bon ben en fait on nous fait croire que nos enfants doivent être dans un système, alors que chaque enfant est différent, tu l'as dit, tu l'as vu. Clairement, chaque enfant est différent. Et ça fait déjà longtemps. Je me souviens, j'ai une copine qui m'avait dit il y a très longtemps, tu sais, c'est illusoire de penser que la même école peut aller pour tous tes enfants. C'est clair, en fait. C'est pas... Tes enfants sont très différents et... donc, il faut accepter ça et il faut essayer d'être à l'écoute. Après, je pense quand même que, en tout cas, ici en Belgique, quand on est belge, que tu habites en Belgique, tu as quand même un panel d'écoles assez large, et donc tu peux faire tes choix, quoi, tu vois. Mais avant, je pense qu'avant, j'aurais pas imaginé... La pédagogie active, par exemple, c'était pas du tout une évidence pour moi, quoi. C'est pas quelque chose que j'ai connu moi, c'était pas... voilà, et c'est à force finalement d'avoir regardé ces familles qui ont des approches complètement différentes de la scolarité, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de choses qui existent, autant se renseigner, autant faire ses choix, et autant trouver ce qui va vraiment coller avec la personnalité de mon enfant et tout ça. Donc on l'avait déjà fait ce choix avant, quand on est rentré d'Afrique du Sud, avant notre tour du monde. Donc on a mis les 2 petites dans une école à pédagogie active, et honnêtement j'adore, quoi. Quand je te disais ce que je faisais en voyage, par exemple les cartes, rendre les choses très concrètes, en fait c'est ce qu'ils font tout le temps. Et avec tellement de passion et tellement d'implication des profs que j'admire à mort, vraiment je suis hyper emballée. Après, peut-être que ça correspond pas à tout le monde, comme tu dis,
Je pense qu'il faut être à l'écoute, quoi. Et alors pas hésiter à changer en cours de route. En fait, peut-être qu'une école était bien pendant 2 ans pour ton enfant, mais là, il y trouve plus son compte pour des questions de copines, de profs, de pédagogie, tout ce que tu veux, mais c'est pas grave de changer d'école, quoi. T'es pas obligé de faire tes 6 ans c'est marrant, dans la même école. On a grandi finalement dans Mais oui. changer d'école, on n'y pensait pas en fait. On était dans cette école-là et on restait là 12 ans. Et puis Exactement. Ouais. Et moi, je pense que c'est le côté peut-être expat aussi, où on rend compte que les gens changent tout le temps d'école. Donc moi, ça me pose aucun problème de dire, si ma fille est plus heureuse à ce moment-là dans cette école-là, je vais voir pourquoi, mais pourquoi pas la changer d'école, c'est pas grave, quoi. C'est pas... c'est pas quelque chose qui me bloquerait, quoi, maintenant. Quel conseil tu donnerais à une famille qui rêve de partir en tour du monde, de s'expatrier, de partir seule Écoute, il faut... C'est un saut dans le vide, en fait. C'est un saut dans le vide, je pense, tant l'expatriation que le tour du monde. C'est vrai qu'il faut s'extirper de sa routine, de son confort, de tout ce qu'on connaît. C'est pas facile à mettre en place. Il faut travailler pour y arriver, si tu veux. Il faut se battre, en fait, pour son rêve. Mais la vie est trop courte, quoi. Ça vaut tellement le coup de vivre justement son rêve et de sauter dans le vide. Et honnêtement, je connais personne qui a regretté ce saut dans le vide. Tant l'expatriation que les grands voyages comme ça t'en retires tellement. C'est juste inouï, quoi. Tant pour nous que pour les enfants, quoi. Pour nous, elles seront changées à tout jamais de ce qu'on a vécu, quoi. Oui, t'es pas la même mère. T'es probablement pas la même mère parce que t'es partie. Elles sont probablement pas les mêmes enfants, les mêmes petites filles, justement grâce à ce voyage aussi. Je le vois par rapport à d'autres copines d'école et tout. Elles ont appris plein de choses, par le fait des endroits qu'on a visités. Elles peuvent te parler de l'Opéra de Sydney ou des Moai de l'île de Pâques. Enfin, tu vois, elles ont vu tellement de choses, mais surtout, elles ont confiance en elles sont très adaptables, très flexibles, en fait. Un tour du monde, tu dois être hyper flexible. Tout est du last minute, tout est de l'improvisation et tout. Donc, en fait, elles sont super flexibles, super adaptables. Elles ont gagné en maturité, en confiance en elles, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'on peut leur offrir de mieux, quoi. C'est vraiment un bagage, dans la société actuelle qui bouge tellement, c'est le meilleur bagage qu'on pourrait leur offrir, quoi. Vous allez repartir, tu crois ? Alors, repartir, oui, des voyages tout le temps. Nous, dès que qu'on les peut, frontières ouvrent, à Noël, on était quand même déjà en Tanzanie. Cet été, on a quand même réussi à partir. Nous, dès que les frontières s'ouvrent, c'est bon, on part, quoi. Donc, après, partir comme ça pour du plus long terme, je pense pas qu'on refera un tour du monde de 1 an, bien qu'on en parle quand même de temps en temps. Une expat, peut-être ? Peut-être une expat. Et alors, ce qu'on s'est dit qu'on referait, et ça, c'est aussi un conseil qu'on peut donner aux familles. Il y a beaucoup de familles qui me disent, mais moi, je pourrais jamais prendre 8 mois, 1 an, comme ça et tout. Et je leur dis souvent que nous, on est partis début juillet. Et quand c'était la rentrée des classes 1er septembre, on avait fait 2 mois. Et on s'est dit, mais c'est dingue ce qu'on a déjà fait en 2 mois. Et je pense que tout ce qu'on a retiré, tout le bénéfice de notre tour du monde, au bout des 2 mois, on l'avait déjà. Après, c'était que du bonus, tu vois. Mais je pense que quand tu sors de tes 3 semaines de voyage classique, 2 semaines, 1 semaine, tu te mets dans un autre mode de pensée, de voyage. Et tu goûtes à cette liberté, à cette improvisation et tout. Et donc, on a vraiment senti que 2 mois, c'était déjà ça te permettait génial, déjà de déconnecter, quoi. Donc, si tu peux pas faire 1 an pour des raisons de budget, de boulot et tout ça, mais partez 3 mois, quoi. Tout le monde, à un moment dans sa vie, peut prendre une pause carrière de 2-3 mois. Et nous, on s'est dit qu'on referait ça sur 2 mois, pendant les vacances scolaires d'été. Par exemple, tous les 3 ans, faire... on aurait imaginé déjà, tu vois, cet été peut-être, ou bien l'été prochain, on verra, mais faire 2 mois le Brésil, ou 2 mois l'Asie, ou un certain pays. Donc faire comme ça des longs voyages sur des durées, genre 2 mois. Ça, je suis certaine qu'on leur fera. Je pense que tu vas donner envie à tout le monde de prendre un billet d'avion dès que c'est possible. Merci en tout cas, Sophie. Grand plaisir. Pour d'avoir partagé toutes tes aventures. On a l'impression d'avoir voyagé un petit peu avec toi. Ça fait du bien, hein, on en a besoin. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi.